le soin de recourir aux cabinets compétents en matière de formation et aux personnes compétentes en matière de pratique de droit pour se faire assister. Et ceci, vous... Monsieur, d'abord, si nous n'allons même pas jusqu'à l'économie béninoise, c'est macro ça, mais l'économie de chaque individu, l'économie de chaque entreprise, avant d'être par ricochet l'économie béninoise. Il faut entreprendre avec tous les atouts. Quelqu'un qui entreprend sans les atouts de formation entreprend sans atouts et par conséquent, son économie, son affaire ne se pourrait être pertinente. Cette formation, c'est vital. On peut vivre sans avoir la chance, mais on ne peut pas vivre sans la formation et des formations spécifiques telles que SGF organise, à l'instar d'autres centres de formation. Mais moi, pour ce que je connais et pour le témoignage de tous ceux qui ont assisté aux formations de SGF depuis que moi j'y suis, je le leur recommande. Je le leur recommande vivement. Il faut qu'ils viennent goûter à la source du savoir et du savoir-faire tel que SGF le propose. Et vous savez, ceux qui sont présents maintenant, quand même... Mais en réalité, ce n'est pas encore une formation. C'est une présentation des opportunités de formation. Il faut venir à la formation. Si déjà à la présentation des opportunités de formation, les gens sont si intéressés qu'ils viennent pour voir ce qui sera donné dans la formation. C'est clair. En tout cas, c'est une démarche dans laquelle ils sont les premiers gagnants. Ils sont les gagnants au premier chef. SGF n'est qu'au service des entreprises pour les aider à s'épargner. Et vous pouvez... Bien sûr, parce que nous périssons faute de connaissances, pour paraphraser ce qui est dit dans la Bible. Et on ne peut pas acquérir la connaissance sans aller à la source de la connaissance. On ne peut pas avoir de la connaissance sans avoir le savoir, en plus du savoir-faire, et suivre l'initiation qui conduit à la connaissance. SGF ne donne pas que le savoir ou le savoir-faire, ne fait pas de la littérature du savoir ou du savoir-faire, mais initie à la connaissance entrepreneuriale. Eh bien, écoutez, vous savez... Je demanderai à SGF de faire davantage qu'ils l'ont fait, mais je voudrais plutôt formuler des vœux à l'endroit des entreprises qui pourraient être intéressées. Je leur demanderai de ne pas se priver de la grâce de la formation, parce que leurs entreprises périssent, leur chiffre d'affaires chute, ils connaissent les difficultés dans leurs entreprises, faute du savoir, du savoir-faire, faute de se faire initier par des personnes avisées à l'activité entrepreneuriale. Merci infiniment. Oui, ça c'est... Prévu la manipulation des devises à la caisse. Ce thème sera fait sur 2 jours. C'est vrai, il est prévu pour le 19 au 20 janvier. J'espère que M. Dedi saura reprogrammer ce thème pour permettre aux gens d'y participer massivement. Parce que le 19 est tout proche. Organisation de la justice au Bénin. Il est prévu pour le mois de juillet sur 3 jours. Comment la justice, comment se configure le système juridique et judiciaire au Bénin. Gestion des garanties en milieu bancaire, de la constitution à la réalisation selon la réforme de l'OADA. Les aspects pratiques. Ça fait partie de nos nouveaux thèmes, mais ce thème a été animé, ce n'était pas prévu au catalogue 2016, mais ça a été animé l'année dernière, dans le mois de septembre. Et ça a connu la participation de plusieurs banques de la sous-région, je dirais l'espace OADA. Le Sénégal était là, le Togo, le Bénin, et j'en passe. Voilà, ce sera fait cette année également. Je pense qu'on a prévu de le faire en France. Je ne sais pas si je suis directeur va tenir parole, parce que moi je veux m'y aller cette année. Parce que vous voulez y aller, nous allons détourner ça vers la RDC.
compagnie d'assurance. Elle est prévue pour être présentée en février sur 3 jours. Recouvrement des créances bancaires, procédure et droit d'exécution. Je crois que M. Carlos parlait rapidement des garanties bancaires. Ici, il s'agit des créances bancaires. Quelles sont les procédures et les droits d'exécution? Elle sera faite sur 3 jours dès le mois de mars, du 22 au 24 mars. Le dernier thème prévu pour la revue banque assurance, c'est le nouveau plan comptable bancaire. Je pense qu'il est destiné aux comptables, aux chefs comptables, aux responsables administratifs et financiers des banques et établissements financiers. Il est plus technique que moi. Je vais présenter la technologie. Ici, il n'y a pas de problème, vous nous contactez et nous venons vers vous et nous organisons ensemble ce dont vous avez besoin. D'accord? Et puis, il pourra aussi avoir au cours de l'année des formations au catalogue. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des formations qui sont ici maintenant, qui n'étaient pas dans le catalogue de 2016, mais qui ont été animées en 2016, parce qu'on a vu à un moment donné que le besoin était là et on a organisé les options publicitaires. Donc, la dernière rubrique, c'est la technologie, l'information et la communication. Nous avons prévu 3 thèmes. L'ancien, c'est évaluer les vulnérabilités informatiques et sécuriser son entreprise. Donc, il y a des techniciens, des spécialistes en la question qui pourront les entretenir, d'être hackés, d'être attaqués par des spécialistes de ce genre de choses. Le nouveau thème, c'est logiciel bureautique et maîtrise de l'environnement Windows. C'est beaucoup plus pour les assistants de gestion, d'une façon ou d'une autre, les amener à maîtriser l'environnement Windows et les outils de tous les jours, Excel, Word, PowerPoint, MS Project et Access. Access qui n'est pas facile. Ce sera sur 4 jours, donc on ira vraiment en détail. On ira sur les enseignes, mais en détail. Et le tout dernier thème de ce catalogue de 2017, c'est la dématérialisation et la gestion électronique des archives. De plus en plus, nous sommes conscients que le loyer commence à coûter très cher. Donc, stocker le physique, ça a des limites. Donc, il faudrait qu'on commence à penser à aller au numérique, l'archivage numérique. Donc, les spécialistes pourront nous entretenir sur ça, nous dire comment y arriver pour gérer les espaces et faire des économies. Pour vous, en 2017, c'est juste une petite partie, parce qu'il y aura plein d'autres choses qu'on n'a pas prévues ici, mais comme on vous aime très bien, on vous s'entend avec des courriers pour vous informer. Nous vous remercions. Merci. Permettez-moi de reprendre. Vous allez voir, je vous aide à vous situer. Dès que vous voyez une couleur à un endroit, prenez le catalogue et cherchez la couleur. D'accord? Prenez l'exemple. Je prends par exemple le mois de septembre. Vous êtes à septembre. Une formation du 6 au 8. D'accord? Donc on a la couleur bleue. Ça correspond dans le catalogue à, voilà, à la comptabilité. Vous voyez, les couleurs se ressemblent. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est du 6 au 8. Voilà, 6 au 8, vous tombez directement sur la formation en question. Ça dit c'est au second semestre. Second semestre, 6 au 8 septembre, c'est le dernier thème. Voilà. Pour réaliser le maximum de ces actions, M. Olivier Daria le dit déjà, ça c'est des formations sur le catalogue. Il y a également des formations à la carte dans le jargon public. Vous avez un besoin de formation propre à votre entreprise, vous nous appelez, nous allons descendre, nous allons étudier le contour, nous allons arrêter le programme ensemble, identifier les meilleurs formateurs pour vous et animer. Donc il y a des formations hors catalogue. Nous répondons également à des appels d'offres aussi bien que dans l'espace. Et mieux, en France, en septembre, nous avons été mobilisés par le MEDEF. Le MEDEF, c'est l'équivalent du CNPB au Bénin.
C'est le patronat français qui nous a identifié, on a été là-bas. C'est en octobre, hein, madame? La formation de combien d'élèves? Ce qui a été fait, oui, en octobre. Donc en octobre dernier, et on a été là-bas. Bon, donc nous comptons beaucoup sur vous. Et nous sommes au Bénin, nous sommes à Lomé, en termes de représentation. Nous sommes également au Burkina. Et aujourd'hui, avec les expériences, il est nécessaire que nous commençons en France. Nous sommes dans les démarches. La formation, c'est un investissement, ça nous parle. Parce que ça touche les hommes, ça touche leur rendement. C'est toute une professionnalisation. Madame Gaza et moi, avec un troisième collègue, nous avons la charge de vous présenter de façon brève le contrat de travail, le contrat de stage, comment ces deux contrats sont gérés, et puis nous viendrons à quelques jurisprudences par rapport à ces deux contrats. Nous dirons que l'entreprise, c'est un lieu, vous le savez très bien, c'est un lieu où cohabitent employeurs et travailleurs. Et chacun des deux a des intérêts, lesquels intérêts sont parfois contradictoires. Que veut l'employeur? Que veut l'employeur? Le chiffre d'affaires. Cela est normal. Et que veut le travailleur? Gagner beaucoup d'argent. C'est normal. Est-ce que c'est des intérêts convergents? Non, pas souvent. Et cela crée parfois des problèmes. Et pour que ces problèmes ne dépassent l'entreprise, n'atteignent pas l'État, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de mesures. C'est de cette manière-là que le droit du travail est né. Et on l'a appelé au début le droit ouvrier. C'est ce droit-là qui permet de ramener la paix dans l'entreprise pour que les parties cohabitent normalement. Du contrat de stage. Et comment on règle les conflits. Et voilà, c'est des éléments socles, c'est des socles même du droit du travail. Et pour le faire, nous commençons par quelques définitions. La première concerne le contrat de travail. Si je demandais à quelqu'un dans cette salle de nous dire ce que c'est que le contrat de travail, tout le monde serait prêt à le faire. Des DG aux responsables des ressources humaines, tout le monde connaît la définition du contrat de travail. N'est-ce pas? Sans regarder au tableau qui peut me dire ce que c'est que le contrat de travail. Est un accord de volonté. Oui. Par lequel une personne physique, qu'on appelle employé, mais sa force de travail sous la subordination juridique d'une personne physique ou morale qu'on appelle employeur en contrepartie d'une rémunération. Qu'on appelle salaire. Salaire. Ça, Bravo, on le fait. Ça, c'est une définition très élaborée. Et je suis sûr que celui-là, c'est un inspecteur du travail. Vrai ou faux? Ah. Donc, comme il a dit, c'est un accord de volonté par lequel une personne physique. Pourquoi c'est une personne physique? Pourquoi c'est une personne physique? Une personne morale, c'est un autre type de contrat. Qui dit mieux? Une son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique et ou morale, moyennant rémunération. C'est ce que le DG a appelé salaire tout à l'heure. Et quand nous prenons cette définition,
nous y trouvons quelques mots clés. Et le contrat de travail peut être verbal ou écrit. On peut écrire le contrat de travail. On peut aussi passer un contrat de travail verbalement. Et dès qu'il est verbal, il est d'office à durée indéterminée. Nous ne faisons pas attention à cela. Très souvent, nous rencontrons des employeurs qui disent « Je lui ai demandé de venir travailler seulement, je n'ai signé aucun papier avec lui et aujourd'hui il me dit qu'il a un contrat avec moi. » Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. La loi permet que le contrat soit verbal. Mais dès que vous le faites verbalement, vous avez engagé la personne pour toute sa carrière, sauf s'il commet de fautes. Et principaux. Le premier, c'est la prestation de service. C'est-à-dire que la personne physique dont nous avons parlé tout à l'heure, il arrive en entreprise pour rendre quelque chose. Soit c'est sa main, soit c'est son mental qu'il vient mettre à la disposition de l'entreprise. Il a une prestation qu'il fournit pour l'entreprise. C'est ce que la personne doit faire avant de la recruter. C'est important. Ensuite, nous avons la rémunération. Donc, la personne physique qui est venue travailler, il a en contrepartie la rémunération, ce qu'on appelle vulgairement le salaire. Et on dit que cette rémunération peut être à la pièce, elle peut être à la tâche ou elle peut être au temps. Une rémunération à la pièce, selon vous, c'est quoi? Oui. C'est une rémunération par article réalisé. Une rémunération par article réalisé. Voilà. Si je suis recruté pour fabriquer des lampions, à la fin de la journée, je dois pouvoir justifier le nombre de lampions fabriqués pour cette journée. Rémunération à la tâche. On y met quoi? On recrute l'intéressé pour accomplir une tâche. Par exemple, on le recrute pour nettoyer un endroit tel que de finir d'accomplir la tâche, et voilà la rémunération qui va. Voilà. C'est peut-être cette superficie, la superficie de cette salle qui m'est confiée. Au nombre d'heures, je prends un enseignant, il fait 2 heures de cours, à la fin, on lui donne ses à droite. Voilà. Et c'est ça qui est le mode de rémunération le plus répandu. Juridique. Le salarié fournit sa prestation sous le contrôle et les ordres de l'employeur. Et c'est la manifestation d'une dépendance juridique du travailleur vis-à-vis de l'employeur qui détermine l'horaire de travail et fournit le matériel de travail. Oui, vous avez une question? Oui, allez-y. Pas d'accord? Ok. Donc, on dit que le salaire premier lieu, le CDD, pour lequel le terme est fixé à l'avance. Et au niveau du CDD, nous pouvons avoir 2 situations. Le CDD dans lequel le terme est certain mais non connu d'avance. Le terme est connu. Le terme est plutôt certain mais non connu d'avance. Nous avons un exemple. C'est le CDD conclu pour remplacer un salarié malade. On ne connaît pas la durée, on ne peut pas connaître la durée de maladie, sauf si on est Dieu. Hein? Il n'y a pas de Dieu sur terre, sauf l'autre. Mais on ne connaît pas quand est-ce que ça va se terminer. C'est le cas des gens que vous recrutez pour récolter, par exemple, le coton.
la campagne côtière, on sait quand est-ce que ça peut démarrer, mais on ne peut pas dire que ça va être totalement fini à tel moment. Ce contrat, ce type de contrat est un contrat à durée déterminée. Ensuite, nous avons un autre contrat à durée déterminée dont le terme est précisé dès le départ. Vous êtes recruté le 13, le 12 janvier de l'année prochaine, vous avez un CDD qui arrive à terme, si c'est un CDD d'1 an. J'ai oublié de vous dire que le CDD, le contrat à durée déterminée, sa durée maximale est de 2 ans renouvelable une fois. 2 ans renouvelable une fois. On observe dans la pratique des gens qui trichent, on fait 2 ans, on fait rester les gens à la maison pendant un temps, on les reprend, on fait un autre contrat. Quand cela se présente devant l'inspecteur du travail ou la justice, on requalifie ce contrat et c'est un contrat à durée indéterminée avec les conséquences qui en découlent. Donc, le CDD, nous avons dit 2 sortes. Le premier dont le thème est certain, mais non connu, et l'autre signé de date à date. Ça, c'est le CDD que nous avons. Ensuite, nous avons le contrat à durée indéterminée. Les employeurs en ont souvent peur. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Si vous questionnez, vous tous qui êtes là, il y aura beaucoup de gens qui auront du penchant pour le CDD. Parce qu'on estime que dans le CDD, s'il fait l'appareil, on attend le terme et puis on le libère. Alors que le CDI semble être le meilleur contrat. Parce que quand la personne commet de faute, vous intervenez en même temps pour même faire vos contrats. Et je conseille que moi je donne souvent. Je conforte votre argumentaire. Quand on a commencé, on a démarré, on a créé le cabinet, on a commencé par faire des CDD. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que parmi certains que vous allez recruter, il y en a qui ne sont pas compétents. Mais il y a un CDD qui est là. Vous êtes alors obligé d'aller par le. Et par finir, aujourd'hui au cabinet, tout le monde a un CDI. Parce que, à tout moment, encore que c'est très souple, à tout moment, vous comprenez, vous donnez 3 mois, et puis bon, après c'est à quoi. Donc c'est un contrat très souple. Bon, souvent quand on recrute, c'est les premiers mois, tout le monde est on se connaît, on est très près. Et après, c'est mieux d'aller à la semaine. C'est fortement recommandé. Compris. C'est souvent un thème difficile à définir, mais les manifestations souvent, soit c'est un désaccord, une contradiction ou une incompatibilité entre une personne et un autre, un groupe et un autre. Et généralement, on définit le conflit comme une incompatibilité d'objectifs, une incompatibilité d'émotions, de croyances, de cognition qui conduit à l'opposition des individus ou des groupes. Et en matière sociale, sur le plan du travail, bien entendu, nous avons 2 sortes de conflits. Le conflit du travail individuel et le conflit collectif. Le conflit individuel de travail naît souvent soit du non-respect des obligations qui incombent aux parties, au contrat de travail. Exemple, refus du travailleur d'exécuter un ordre qu'il estime n'entrant pas dans ses attributions. Cela peut se passer, hein? C'est pourquoi il est conseillé d'écrire le contrat. Et quand vous écrivez le contrat, chacun sait à quoi s'en tenir. Est-ce que vous voyez? Soit il dit que ce n'est pas de cette attribution, soit c'est une malversation, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs cas pour lesquels le conflit peut intervenir. Ça, c'est le conflit individuel qui oppose un employeur à un travailleur. Ensuite, nous avons le conflit collectif de travail. Là, on est en train de parler un peu
des syndicats, des délégués du personnel. Mais là, c'est une collectivité de travail, travailleur plutôt, ou un groupement potentiel, à un employeur ou à un groupe d'employeurs. Et ce conflit, ce genre de conflit est caractérisé par la nature collective de l'intérêt en jeu. Il y a une confusion qu'il faut éviter. Plusieurs travailleurs peuvent avoir des problèmes propres, individuels. Chacun vient poser son problème. Là, ce n'est pas encore le conflit collectif. Dans le cadre du conflit collectif, il y a une communauté d'intérêt. C'est l'exemple de la suppression d'une prime collective. Cette prime, au moment où le problème se pose, est valable pour les travailleurs qui sont là et sera valable pour d'autres travailleurs qui viendront demain. C'est dans ce cas-là qu'on parle de collectivité d'intérêt. Ok? Vous serez d'accord avec moi que la manière de régler le conflit individuel ne serait pas la même chose que comment on va régler le conflit collectif. Dans le conflit individuel, c'est simple. Le problème se pose soit au cours, il tente de concilier les parties. S'il réussit, tant mieux. Mais s'il ne réussit pas, il envoie au juge qui, à son tour, tente aussi de concilier les parties. Et puis si ça ne marche pas, il va au jugement. Simple. Quand c'est le conflit collectif, le passage de l'inspecteur du travail est encore là. On va devant l'inspecteur du travail. Il tente, il concilie, c'est réglé, il ne concilie pas, cette fois-ci, le dossier va devant le conseil d'arbitrage. Mais si nous parlons des conflits, il faudrait que nous déconseillions ce qu'on fait pour en arriver au conflit. C'est ça l'objectif que SIF s'est donné en vous invitant à ce rendez-vous. Et pour parler de cela, très rapidement aussi, puisque nous sommes à un focus, nous avons l'intention de mettre le doigt sur le coût d'un conflit pour l'entreprise. Qu'est-ce que le conflit, les conflits coûtent à l'entreprise? En matière de temps, l'entreprise perd beaucoup en allant à un conflit. On vous invite à l'inspection, ou bien vous commencez plutôt par les réunions à l'interne. C'est le temps qui devrait être consacré à la production que vous utilisez pour ces réunions. On vous invite à l'inspection du travail. C'est le temps que vous devez consacrer à la production que vous utilisez pour aller à l'inspection et même devant le juge. Donc, l'image d'une entreprise est perdue ou bien un peu grattée, cette entreprise perd suffisamment. Vous ne pourrez plus écouler vos produits, vous êtes à la une certainement, et puis tout le monde parle de vous. Mais chez nous, il y a quand même un papier que l'on prend comme de soumissionner, qu'on appelle certificat de non-litige. Si vous avez trop de litige, l'inspecteur peut refuser de vous en donner. Là, vous ne pouvez pas soumissionner à ce marché. Donc, l'image de marque de l'entreprise prend un coup quand vous vous laissez aller à trop de conflits. Il est donc nécessaire que l'on cesse de perdre de l'argent, de perdre du temps, et puis de noircir l'image de l'entreprise. Pour cela, il faut prévenir les conflits. En quelques lignes également. Parce que le meilleur est bien. Monsieur Dédi l'a dit, au cours de l'année, il y aura des formations où vous allez vraiment savoir comment prévenir les conflits de travail. La première chose qui commence avec la connaissance du code du travail, du code de sécurité sociale, c'est la maîtrise des tests qui sont relatifs à la gestion du personnel. Alors, attention. Nous allons poursuivre avec
nous avons défini tout à l'heure ce que nous entendons par contrat de travail. Et nous, tous ensemble, nous avons relevé les éléments constitutifs d'un contrat de travail. Donc, si nous parlons de contrat de stage, certainement qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Il y a une différence. Vous allez vous-même faire le constat lorsque nous allons définir ce que nous entendons par contrat de stage. Mais qu'est-ce que d'abord le stage? Le stage, c'est quoi? La personne stagiaire est accueillie en entreprise afin de compléter la formation initiale professionnelle qu'il a reçue. Donc, vous sentez déjà un peu la différence avec le contrat de stage. Période pendant laquelle une personne est accueillie. Donc, nous voyons déjà que le contrat de stage doit être exprimé en durée. Lorsque nous allons aborder les décisions jurisprudentielles, vous allez vous rendre compte de la nécessité, par exemple, d'avoir un contrat de stage lorsque vous avez des stagiaires avec vous et de préciser certains éléments qui vous évitent d'avoir des problèmes demain. Cadre au contrat de stage. Et quelles sont les obligations des parties au contrat de stage? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le contrat de stage ne soit interprété comme un contrat de travail? Donc, nous allons répondre à cette question dans les lignes qui vont suivre. Qu'est-ce qu'un contrat de stage? La législation béninoise n'a pas vraiment réglementé le contrat de stage. Si bien qu'on enregistre des situations qui tendent à la requalification du contrat de stage en contrat de travail. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une réglementation spécifique qu'il ne faut pas entourer la conclusion du contrat de travail d'un certain formalisme. Donc, pour éviter des problèmes, nous allons essayer de donner quelques conseils pour qu'on puisse rester dans la légalité en griffe. Absence de texte ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'on veut. Donc le stage est justement défini comme une convention par laquelle un maître de stage s'engage à donner ou à faire donner à une personne appelée stagiaire une formation professionnelle pratique. À quelle fin? En vue de lui faire acquérir une expérience et des aptitudes professionnelles pour faciliter son accès à un emploi ou son insertion dans le milieu professionnel. Celui qui est en situation de travail. Ici, on prépare alors que l'autre, on est dans l'exécution. Mais si nous prenons la définition, nous déduisons la même chose. Il ressort que le stage est une initiation à la vie professionnelle en vue de permettre d'accéder à un emploi. Prévenir les difficultés liées au déroulement du stage. De fixer la durée du stage. Pour rappeler, lorsque nous définissons le stage, c'est une période pendant laquelle le stagiaire. Donc, lorsque vous prenez ce genre de précaution, de revêtir cette convention de la forme écrite et d'y inscrire les obligations du stagiaire et de la personne qui l'accueille en entreprise, ces précautions, lorsqu'elles sont respectées, rendent difficile la requalification du contrat de stage. Lorsque nous allons prendre quelques décisions jurisprudentielles, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Donc voilà les avantages de conclure un contrat de stage. Comme vous avez dit ce matin, c'est par rapport aux usages. Donc par rapport à cette réponse, je pense que beaucoup de personnes ont trouvé satisfaction. Il n'y a pas une seule phrase dans la législation béninoise qui réglemente aujourd'hui le stage. On a senti ce vide et le code en chantier a vraiment consacré un grand chapitre
au stage. Tout ce que nous vous avons dit, c'est par rapport aux usages. Dans la sous-région, même en France. Et les usages font partie de la législation. Voilà. Mais pas de législation écrite sur le stage. Quand on vous a parlé de 3 mois renouvelables, c'est les usages. Et quand on quitte les usages, le juge peut dire il y a violation ou quelque chose. Quand on nous a dit que les stagiaires font 10 ans, nous avons l'exemple d'une entreprise qui a utilisé des gens et qui s'est retrouvée au tribunal en disant que c'était des stagiaires. Ces stagiaires ont prouvé, ont des papiers sur lesquels on leur a donné des instructions. Vous allez à tel endroit, vous allez à telle mission. Quand ils ont exhibé, ils ont dit contrat de travail depuis le premier jour où ils ont mis pied dans l'entreprise. Et ça a été réglé de cette façon. Ce que nous sommes en train de faire, ce que SDF est en train de faire aujourd'hui, c'est pour vous permettre de ne pas continuer les bêtises. Ne disons pas que nous n'avons pas eu de législation sur la question et voler à ton ouvert. La situation de stage est voisine d'une situation d'apprentissage. L'apprenti n'est pas le patron. Il ne connaît pas encore la profession. On ne peut pas l'utiliser de la même manière qu'on peut utiliser quelqu'un qui est régulièrement formé et à qui on peut faire complètement confiance. Je crois que c'est ça. Donc, c'est des situations atypiques que